Aujourd'hui, je vais vous parler de la surexploitation de la pêche à travers le monde. Parce que la nature même du milieu marin rend finalement assez peu visibles les dégâts qui sont faits sur la faune marine, alors je vais essayer de vous expliquer les mécanismes qui conduisent à de tels dégâts dans les océans. La première dimension que l'on peut avoir à l'esprit, c'est tout simplement la densité humaine le long des côtes. On considère que la moitié de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes, et ce mouvement n'est pas propre à notre époque. Les hommes ont toujours vécu le long des fleuves et le long des mers, car ils permettent et de circuler et de se nourrir. La deuxième carte que l'on peut regarder est celle des principales zones de pêche dans le monde. Elles sont elles aussi surtout côtières, car la haute mer, plus éloignée, est plus coûteuse d'accès et aussi plus dangereuse. Ces zones de pêche ne sont pas également réparties dans le monde. On voit en plus clair celles où les rendements annuels sont les plus importants. En Amérique, en Europe, à l'ouest de l'Afrique et au nord du continent asiatique. Alors on le voit, les rendements de la pêche marine ne sont pas équivalents dans la géographie mondiale, mais ils ne sont pas non plus constants dans l'histoire. Regardez ce graphique. Il montre l'évolution des captures de poissons entre 1950 et 2008, tout stock confondu, et il permet de mesurer l'augmentation des prises. Et c'est justement à partir des années 50 que commence à se poser la question de la surpêche. Dans l'Atlantique Nord, la morue est une ressource recherchée par l'ensemble des pays côtiers. L'Islande, qui a bâti son économie sur cette activité, élargit la limite de ses eaux territoriales réservées aux pêcheurs islandais en 1958, en 1972 et en 1975. Et à chaque extension de la zone de pêche, des affrontements entre navires éclatent entre flotte islandaise et flotte britannique, au point que l'OTAN doit proposer une médiation entre les deux États. Autre exemple, le Canada. Confronté à une augmentation puis à un effondrement des prises de morue que vous pouvez repérer sur ce graphique, le Canada institue en 1977, autour de Terre-Neuve, une zone d'exploitation exclusive de 200 milles nautiques afin de réserver les bancs de morue aux pêcheurs canadiens. Le gouvernement subventionne l'achat de bateaux, la modernisation des outils, ce qui entraîne une augmentation des emplois dans ce secteur de la pêche. Résultat, la zone exclusive instituée ne vient pas préserver les stocks de morue restants, mais au contraire renforce la surexploitation. Car les captures s'effondrent ultérieurement, et le Canada, en 1992, doit décréter un moratoire à la pêche à la morue, entraînant alors la suppression de près de 30 000 emplois liés à cette activité. La pêche est rouverte en 1998, mais alors plus la moindre morue à l'horizon. Les pêcheries ferment quelques années plus tard, cette fois définitivement, ce qui prouve que le moratoire n'a pas permis la reconstitution des stocks. Alors d'où vient ce problème de la surexploitation ? Alors le premier facteur, c'est la pression démographique et les changements des comportements alimentaires. En 1960, on consommait en moyenne 10 kg de poissons par personne et par an, et on en consomme 17 kg en 2008. Et la consommation de poissons a de plus suivi le rythme de la croissance démographique mondiale, qui a plus que doublé sur la même période. Pourtant, les raisons de la surpêche sont plutôt à rechercher dans le bouleversement des équipements des navires. Les pêcheries s'industrialisent, le tonnage des bateaux augmente, et ils deviennent de véritables usines flottantes. À titre de comparaison, pour obtenir 1,5 million de tonnes d'anchois, il fallait en 1987 336 jours de pêche, et en 1994, il fallait 12 jours de pêche pour une quantité identique. Sans oublier les radars et les sonars, aidant à repérer et à suivre les bancs de poissons, et permettant de pêcher de plus en plus loin et de plus en plus profond. En 50 ans, la pêche industrielle est passée d'une profondeur moyenne de 100-150 mètres à plus de 300 mètres aujourd'hui. Dans ces profondeurs, on exploite donc de nouvelles espèces telles que l'empereur, poissons peu contaminés, pauvres en graisse, donc très attractifs commercialement. Or, comme ces espèces combinent une grande longévité, jusqu'à 150 ans de vie pour l'empereur, et une croissance faible et très lente, les stocks s'épuisent plus rapidement. On est donc dans un cercle vicieux, puisque les investissements coûteux imposent aux pêcheurs d'accroître leur productivité, donc leur prise, et comme dans les zones de pêche le poisson se raréfie, ils sont contraints de pêcher des poissons plus petits, plus jeunes, qui ne peuvent pas se reproduire, et donc les stocks se réduisent.
Alors où en est-on exactement aujourd'hui? La FAO publie régulièrement un état de la pêche mondiale, et d'après les derniers chiffres, la production globale de poissons de mer était de 100 millions de tonnes en 2009. Et si on exclut les 20% provenant de l'aquaculture, les captures en milieu sauvage représentent donc 80 millions de tonnes. Ce rapport de la FAO a l'inconvénient d'être établi sur la base de chiffres fournis par les États, qui peuvent donc être largement sous-estimés, et qui viennent à leur tour des captures annoncées par les pêcheurs. Un poisson sur 4 serait pêché illégalement, c'est-à-dire hors des espèces, des zones ou des périodes de pêche autorisées. Et ces données ne tiennent même pas compte des prises rejetées à la mer. Donc en résumé, on estime que 3% des stocks de poissons dans le monde sont épuisés, 28% sont surexploités et 1% est en voie de repeuplement. Alors comment gérer les ressources de manière soutenable? C'est en 1982 qu'a été ouverte à la signature une convention dite de Montego Bay qui définit les zones économiques exclusives dites ZEE, situées entre la mer territoriale et la haute mer et limitées à 200 000 marins. La ZEE doit assurer aux États la responsabilité économique de l'exploitation, mais aussi en principe une gestion responsable des ressources vivantes. Or, dans les faits, les ZEE servent uniquement à assurer l'exploitation maximale des États sur leurs ressources. Et de toute façon, il n'y a pas d'autorité de contrôle et encore moins de sanctions. Au-delà des ZEE, ce sont les eaux internationales, qui constituent 64% de la totalité des océans, et toutes les ressources halieutiques qui s'y trouvent devraient logiquement relever d'une gestion internationale. Or, il n'y en a pas. La gestion est confiée au niveau régional à des organisations que vous voyez là sur la carte. Ces organisations sont nombreuses et elles s'occupent soit de l'ensemble des espèces d'une région précise, soit d'une espèce particulière, comme par exemple le fait l'ICCAT, c'est-à-dire la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Eh bien justement, arrêtons-nous un moment sur cette question du thon rouge. Vous voyez sur cette courbe l'évolution des captures de thon rouge déclarées dans l'Atlantique et en Méditerranée. À partir des années 80, le développement du marché japonais, de sushi et de sashimi, puis la large diffusion de cette pratique alimentaire, provoque un accroissement de l'exploitation du thon rouge et l'extension de la pêche industrielle. En 1998, l'ICCAT fixe des quotas de pêche pour la Méditerranée et l'Atlantique de l'Est. D'après le graphique, on pourrait penser que ces quotas ont atteint leur but en réduisant les captures. En fait, il n'en est rien. D'une part, les quantités pêchées dépassent le seuil fixé de 32 000 tonnes, et d'autre part, on ne le voit pas sur le graphique, les captures illégales et non déclarées sont estimées à environ 30 000 tonnes. Alors face à la chute alarmante des stocks en Méditerranée, en 2008, le comité scientifique de l'ICCAT demande de réduire les quotas à 15 000 tonnes pour permettre le renouvellement des stocks. Mais l'opposition des pêcheurs conduit les États à s'accorder finalement sur le chiffre de 22 000 tonnes. Alors pour sauver le thon rouge, la principauté de Monaco décide d'aller plus loin et propose de l'inscrire au nombre des espèces menacées dont le commerce est interdit. Le Japon, principal importateur de thon rouge, opère un intense lobbying face à une Union européenne hésitante, et après avoir rallié de nombreux pays à sa cause, Tokyo parvient à faire rejeter la proposition en 2010. Le thon rouge reste donc du ressort de l'ICCAT, qui a fixé de nouveaux quotas pour 2011, les plaçant à 12 900 tonnes de prises autorisées. Face à l'inefficacité des mesures actuelles, comment envisager l'avenir? L'aquaculture est présentée comme une solution à la surpêche. Reprenons le graphique des captures en milieu sauvage et ajoutons-y l'évolution de la production aquacole. On voit que la progression est constante depuis une vingtaine d'années. Cette pratique permettrait de maîtriser les aléas de la production halieutique tout en aidant à reconstituer les stocks. Mais la question reste, comment nourrir les poissons d'élevage? La farine de poisson, traditionnellement utilisée pour l'alimentation animale, est de plus en plus employée pour les élevages de saumon, de bar ou de dorade. Cette demande accroît mécaniquement la pression sur les espèces telles que l'anchois du Pérou, destinée quasi exclusivement à la farine de poisson, dont on voit ici la zone de pêche. L'anchois est d'ores et déjà surexploité, et face à l'essor de l'aquaculture, surtout en Asie, la situation risque encore d'empirer.
Voilà, vous l'avez mesuré, ce dossier de la pêche est complexe. C'est un secteur clé comme l'agriculture pour les questions économiques, sociales, mais aussi électorales. Et en même temps, on ne comprend pas très bien pourquoi, année après année, les pêcheries et même les pêcheurs s'obstinent à détruire finalement leur propre outil de travail, leur propre outil économique. Une fois de plus, on est dans le court terme. Alors il convient bien sûr d'augmenter la superficie des parcs nationaux marins protégés. Il n'y a que 1% à travers le monde dans les océans comme parcs protégés. Et d'autre part, une fois de plus, c'est à nous, les consommateurs, d'être attentifs, de faire des choix. Par exemple, de ne pas consommer les poissons des grandes profondeurs, comme l'empereur, et d'exiger une parfaite traçabilité des produits de la pêche que nous consommons. Pour approfondir ce dossier, je vous conseille vivement la lecture du livre de Philippe Curie et Yves Miseret, Une mer sans poissons, qui est édité chez Calman Levy. C'est un dossier très complet et particulièrement sérieux. Et puis je vous signale que dans notre collection, nous publions un nouveau DVD, Richesse et pauvreté des nations, donc qui est édité chez Arte Éditions.